Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans votre débat. Nouvelle saison sur TLM et au sommaire cette semaine, le retour de Gérard Collomb bien plus tôt que prévu à Lyon. La PMA pour toutes, c'est le grand débat qui s'annonce avec déjà des manifestations. On parlera également de la politique de la voiture avec notamment cette nouvelle baisse de la limitation à 70 km/h sur une partie du périph'. Et pour en débattre, Renaud Pfeffer, maire LR de Mornan. C'est le plus loin. Antoine Méliès, conseiller régional RN. Elliot Aubin, conseiller municipal Insoumis. Ça. Et Romain Blachier de La République En Marche. C'était un secret pour personne, sauf peut-être le calendrier. Ça a surpris tout le monde. Le ministre de l'Intérieur qui annonce qu'il démissionnera après les européennes. Comment faut l'interpréter? Vous êtes celui qui le connaît le mieux ici. Est-ce que quelqu'un autour de cette table est surpris? Je pense que personne n'est surpris. Même pas du calendrier. À un moment, le retour de Gérard Collomb, c'était quelque chose qui était quand même annoncé. C'est quelque chose sur lequel il va se positionner dans les mois qui viennent pour dire voilà, dans quel rôle il veut jouer dans ce retour-là. Parce qu'il a dit qu'il serait candidat à Lyon, il n'a pas encore dit sur quel périmètre. Et puis c'est plutôt une bonne chose, à mon avis, pour les Lyonnais, quand on voit comment la ville a progressé, comment la métropole a progressé depuis 2001. Il peut encore être ministre de l'Intérieur alors qu'il a annoncé déjà que dans plusieurs mois, il ne serait plus à Beauvau. Ce qui est étonnant, oui, c'est le calendrier, la méthode, en fait, alors que le gouvernement subit quand même en ce moment revers sur revers, avec une partie symbolique. On peut parler de l'affaire Benalla, qui a égratigné le gouvernement, mais la démission de Nicolas Hulot, le fait que la crise, le pouvoir d'achat, la question migratoire sont des préoccupations quotidiennes des Français, que le ministre de l'Intérieur vient de dire, écoutez, au moment des européennes, je boucle mes bagages et mes dossiers, puis je reviens à Lyon. C'est étonnant, sur la forme aussi, que ce soit un ministre qui décide comme ça, du moment où il va partir, où il l'annonce. Normalement, c'est quand il y a un désaccord avec le gouvernement qu'on guide le gouvernement, et là, on l'annonce plusieurs mois avant. Je pense que, comme l'a très bien dit Alexandre Vincendet, sous le général de Gaulle, Gérard Collomb aurait eu ses valises sur le perron de la place Beauvau. Elliot Aubin, c'est peut-être, on peut voir ça aussi comme une bonne chose, quelqu'un qui est ancré à son territoire, qui préfère finalement sa ville plutôt que le prestige d'un ministère d'État. Moi, je crois que c'est une non-information. C'est-à-dire que ça ne surprend personne, je suis d'accord. Et surtout, il a constitué tout son mandat, en quelque sorte, de ministre de l'Intérieur autour de son retour à Lyon. Tous ses voyages, enfin, il y a un tas de chiffres qui montrent qu'il venait tous les week-ends à Lyon, il était présent aux différentes formes des associations, etc. Et je crois que c'est indigne aussi de sa fonction. On l'a connu en tant que maire de Lyon, président de la métropole, complètement obsédé par cette question du rayonnement, de l'attractivité de sa ville. On l'a connu en tant que sénateur du Rhône, cumulard, donc absent. Et là, on l'a découvert en tant que ministre de l'Intérieur, qui, je crois, a un bilan catastrophique avec juste 1 an et demi. Il a été laxiste avec les identitaires, il a été indigne et dangereux, je pense, avec sa loi asile-immigration, et il a été menteur dans l'affaire Benalla. Donc je ne suis pas sûr qu'à 73 ans, pour un 4e mandat, et avec ce bilan-là, les Lyonnais seront ravis de le voir rentrer. Ce qu'on peut avoir du mal à comprendre, c'est que vous dites qu'il est laxiste sur Génération Identitaire, sur, trop loin sur la loi asile-immigration. Vous allez me dire l'inverse. Donc au final, il est C'est intéressant d'entendre M. Aubin penser que l'obsession des Français, c'est de savoir si M. Collomb est laxiste ou pas avec Génération Identitaire. Ce serait peut-être bien qu'il ne le soit pas, en tout cas avec les racailles, avec les délinquants qui pourrissent la vie de millions de Français dans d'autres pays. Mais ça démontre encore que vous êtes un peu en décalage avec ce que pensent les Français. Moi, je veux juste dire une chose qui n'a pas été rappelée ici, c'est que Gérard Collomb, il n'est pas ministre de n'importe quoi. Il est ministre de l'Intérieur, ministre d'État. C'est l'un des ministères les plus régaliens. Il aurait été ministre de la cohésion des territoires, j'ai envie de vous dire, bon, voilà, on défend les territoires à Paris, ça aurait été peut-être logique, peut-être même de défendre Lyon un peu face aux Parisiens. La réalité, c'est qu'il a considérablement affaibli cette fonction ministérielle. Et ça, c'est un vrai drame, à l'heure où justement on n'a jamais eu autant besoin du régalien, du ministre de l'Intérieur pour régler les questions d'immigration, régler les questions de terrorisme islamiste et régler les questions d'insécurité et de délinquance. Donc ça, c'est le premier point. Enfin, moi, vous savez, j'ai été collaborateur parlementaire pendant la première loi sur la moralisation de la vie publique. Et avec la morgue de vos collègues En Marche qui nous expliquaient
que c'était le nouveau monde, etc. J'ai calculé, M. Collomb, la carrière politique de M. Collomb. 68 ans de mandat cumulé. 68 ans de mandat cumulé. Il prévoit donc de réaliser un 4e mandat de maire de Lyon, alors qu'il est élu à Lyon depuis 1977. Vous voyez, encore une fois, il y a un décalage immense entre ce qui a été affiché par le Nouveau Monde d'En Marche et la réalité. Et au fond, c'est quoi, M. Collomb? C'est le parrain de M. Macron qui n'accepte pas que son petit poulain se rebiffe face à lui, etc. Au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que le parrain est en train de lâcher le petit poulain. C'est ça quand même, Gérard Collomb qui lâche le président de la République. Est-ce qu'il sent le vent tourner au gouvernement alors que l'exécutif s'enfonce un peu dans l'impopularité? Alors, il faudra peut-être lui poser la question. Je pense que c'est des choses qui sont à l'intérieur du gouvernement. Après, moi, ce que je trouve intéressant pour Lyon, vu qu'on est sur une télé lyonnaise, c'est justement la passion de Gérard Collomb, qui, d'ailleurs, dans son ministère, avait aussi la cohésion des territoires. La cohésion des territoires, ça dépend aussi du ministère de l'Intérieur, d'une certaine façon. On sait qu'il est de plus en plus critique avec les choix du gouvernement. C'était le cas sur les 80 km/h, par exemple. C'est quoi? Il veut prendre sur les 80 km/h, c'est quand même pas nouveau. Il l'a dit depuis le départ. Moi, j'ai un point de clivage, d'ailleurs, avec Gérard sur cette question-là, à titre personnel, mais globalement, depuis le début, il a été clair sur les 80 km/h et sur un certain nombre d'autres choses. C'est pas nouveau, c'est critique. Après, c'est quand même intéressant que, effectivement, à ce moment-là, au moment où il est quand même le deuxième personnage du gouvernement, il se retrouve sur un nouveau challenge. C'est quand même quelque chose d'intéressant pour les Lyonnais. C'est aussi quelque chose qui est important aussi en termes de passion pour une ville. Gérard Collomb, c'est un symbole aussi pour les Lyonnais. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, c'est important. Encore une fois, je vous dis, c'est quelque chose qui se fera en plus de manière, à mon avis, assez collective, contrairement à ce qu'on peut entendre par-ci, par-là. Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est qu'il y a une belle équipe pour travailler avec Gérard sur ces questions. La droite, elle se réjouit de son retour, finalement, parce que depuis 2001, elle était complètement absente des différents scrutins à Lyon. Moi, j'ai le sentiment que la date du retour ou non de Gérard Collomb, hormis le fait qu'on ne le sent plus à son ministère, s'il est dans les affaires lyonnaises, en fait, ça n'intéresse que très peu de monde. Ce qui compte, c'est quel est le projet pour Lyon et la métropole. Est-ce que, après un exercice du pouvoir long, avec des belles réalisations, mais qui était aussi le fruit de la continuité du travail de certains de ses prédécesseurs, Michel Noir, Raymond Barre, aujourd'hui on se dit que Lyon est à l'arrêt. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Michel Noir et Raymond Barre avaient prévu Lyon pour dans 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, je n'ai pas vu, et je parle ça d'un regard extérieur, d'un territoire périphérique, je ne vois pas de projet pour les 20 ou 30 ans de Lyon et de la métropole. Et je pense qu'il y a un enjeu fondamental dans cette élection, c'est que, au-delà des hommes, il y aura le sujet des hommes, la question du projet va être fondamentale. Elliot Aubin, il manque de projet. Gérard Collomb, il est à bout de souffle pour Lyon? Je pense qu'il est à bout de souffle, et ça s'est vu sur la fin de son mandat lorsqu'il était président de la métropole ou maire de Lyon, d'un pouvoir qui est complètement replié sur lui-même, d'un pouvoir extrêmement centralisé. Je pense que les choses ne sont absolument pas collectives dans l'état d'esprit de Gérard Collomb. La preuve, il essaie de passer un peu en force. Mais de toute manière, moi ce que je vois aujourd'hui dans Lyon, c'est que, je parle de Lyon centre-ville, c'est qu'il y a un mouvement qui, petit à petit, est en train de se déployer et qui tente de libérer Lyon, en quelque sorte, du système Collomb. Et ça passe par des initiatives solidaires, ça passe par des initiatives culturelles, ça passe par des initiatives citoyennes, etc. Et on voit qu'il y a cette soif-là de plus en plus auprès des Lyonnais, d'une force citoyenne qui se mobilise. Et je pense que les élections municipales vont être très intéressantes de ce point de vue-là, parce qu'on va avoir des offres politiques qui seront radicalement différentes. Je sens que ce retour est controversé. Moi, je serais beaucoup moins enthousiaste que mon voisin de droite, Renaud Pfeffer, sur le bilan de Gérard Collomb. Parce que, vous savez, Lyon était la capitale de la soie, et la métropole de Lyon est en train de devenir la capitale de l'entre-soi. Et au fond, il y a un bilan adressé de Gérard Collomb, c'est qu'il a fait une métropole de Lyon bulldozer, tout pour Lyon, et de moins en moins pour le périurbain et les communes qui sont aux alentours. Vous n'avez pas précisé au début, je suis conseiller municipal de Givors, c'est-à-dire la ville qui est en queue de comète de la métropole de Lyon. Je peux vous dire que nous, le bilan de la métropole de Lyon, c'est qu'au fond, on risque un jour de devenir une véritable mairie d'arrondissement. Et ce qui risque d'arriver demain, c'est que le pouvoir des maires va être spolié par le tout-puissant Gérard Collomb ou le prochain président de la métropole, ce qui veut dire que toutes les questions et les enjeux de proximité seront au cœur de la prochaine campagne des métropolitaines. Je crois d'ailleurs savoir qu'il n'y a pas beaucoup de communes du département du Rhône qui se pressent aujourd'hui pour adhérer et pour rejoindre la métropole de Lyon, ce qui démontre bien qu'il y a un vrai bilan à tirer de Gérard Collomb, et contrairement à ce que dit Renaud Pfeffer, il n'est pas vraiment positif. Non.
Il y a très peu de territoires en France qui veulent reproduire le modèle de la métropole de Lyon. Nous, on est extrêmement sollicités en tant que département sur la façon dont sont faites les choses. Les choses, en plus, ne se sont pas si mal faites ici, parce que le Grand Lyon avait déjà l'habitude de travailler avec le département. Mais la scission des territoires entre les territoires ruraux, les territoires périurbains, le fait qu'il n'y ait plus de solidarité territoriale, le fait que tout soit centralisé à Lyon, le fait qu'il n'y ait plus de processus démocratique fort, fait qu'aujourd'hui, les territoires en France refusent le modèle lyonnais. Et on continuera à suivre cette campagne. Vous reviendrez en débattre. Faut-il permettre à toutes les femmes de pouvoir avoir recours à la science, à la médecine, pour avoir un enfant? En clair, donner le droit de faire ce que font déjà certains couples qui peuvent avoir des problèmes de fertilité, aux couples de femmes homosexuelles ou aux femmes seules. Emmanuel Macron s'y est engagé. Les parlementaires doivent débattre. Mais déjà, il y a des manifestations qui ont eu lieu dans plusieurs grandes villes cette semaine, notamment à Lyon. Pourquoi on descend dans la rue sur un tel sujet? Je pense qu'on est sur un sujet qui est un sujet profond. Et moi, je ne veux pas qu'on reprenne un débat entre progressistes et conservateurs, entre les gens qui sont pour la modernité, des gens qui sont des passéistes. Je pense qu'on est sur des sujets éthiques qui touchent à l'humain. Et aujourd'hui, le Conseil national d'éthique, en fait, a fait volte-face. D'ailleurs, moi, je ne sais pas comment est constitué ce Conseil national d'éthique, comment est-ce qu'il travaille. J'ai écouté, j'ai lu, et il y a beaucoup de flou autour du travail de ce Comité national d'éthique. En réalité, la question humaine, moi, je vois 3 points de difficulté autour de la question de la PMA. Le premier point de difficulté, c'est la question de la filiation. Est-ce que, sur le principe, même si la PMA existe déjà d'une façon médicale, mais là, si on sort du contexte médical, entre guillemets chirurgical, en quoi est-ce qu'il est plus favorable pour un enfant de n'avoir aucune trace de ses origines? Je comprends le débat sur l'égalité des droits. En revanche, là, ce qui me choque, c'est du donneur, ça a été enlevé du CNE. Hein. Il reste beaucoup de choses. Il reste la question de l'âge, il reste la question de l'anonymat. Je crois que c'est quand même pas le CNE qui fait la loi, mais que c'est le Parlement, oui, voilà, et que c'est le gouvernement qui va proposer un projet de loi. La question aussi, c'est que, alors là, je vais vous parler en tant que maire rural, la question de la difficulté de la médecine. Aujourd'hui, le gouffre, la fracture sociale qui touche notre pays entre les territoires ruraux, périurbains et urbains, aujourd'hui fait qu'on n'a plus de médecine en territoires ruraux. Et que c'est un acte qui va coûter très cher, la PMA, c'est un acte qui va rapporter beaucoup, mais c'est un acte qui va le payer. Et la difficulté qu'on va avoir, c'est de savoir à un moment, alors qu'on n'est pas sur un contexte médical, on est sur un contexte, en tout cas c'est ce qui nous est vendu, de l'égalité des droits. Et malgré tout, ce sera la sécurité sociale, ce sera le contribuable qui va... C'est 6 à 10 000 euros, je crois, une PMA. Et donc, à partir de ce moment-là, ça va vraiment poser une grande difficulté. Et enfin, juste pour terminer, je trouve que c'est un débat qui ne doit pas être pris à la petite semaine. C'est un débat... Pour l'instant, si, moi je trouve que c'est le cas parce qu'en fait, elle sort très vite du bois. Alors qu'il y a des enjeux, c'est un sujet majeur sur lequel il ne faut pas que les Français se confrontent. C'est des sujets de fragilité de la société. Il ne faut pas oublier qu'on a des racines culturelles, civilisationnelles, et qu'on ne peut pas exclure de notre ADN ces racines-là. On est issu du gaullisme, du socialisme, de la chrétienté, du judaïsme, et que aujourd'hui, on sent vraiment que le débat est porté uniquement au niveau de l'égalité des droits et on ne pense pas au côté civilisationnel de ce sujet. Romain Blachy, il y a un enjeu civilisationnel derrière ça? Je ne sais pas s'il y a un enjeu civilisationnel, mais il y a effectivement un enjeu d'égalité. Sur la question de ce qui va concerner la contribution des personnes à la sécurité sociale. Le fait que effectivement on dise que la PMA ne concerne pas tout le monde et qu'elle sera payée par tout le monde, c'est à mon avis quand même le principe central de la sécurité sociale. On paye tous des choses dont on n'a pas forcément à titre personnel l'usage. Je sais pas. Oui, d'accord, mais c'est un peu ce qui se passe déjà avec le système de sécurité sociale ou avec le système mutualiste. On paye tous pour les risques des autres, pour les problématiques des autres, et voilà, a priori il n'y a pas ce problème-là.
termes-là. Là où par contre, je suis assez d'accord, c'est sur le fait que c'est un débat qui ne doit pas être pris à la légère. La dernière fois, sur le mariage pour tous, il y a effectivement eu une partie de la France qui s'est sentie un peu mise de côté, alors qu'on disait que l'autre était effectivement le camp du bien. Bon, moi j'étais bien évidemment dans le camp de ceux qui disaient qu'il fallait le mariage pour tous, mais effectivement j'ai vu dans un certain nombre de milieux, tu parlais des milieux notamment catholiques, mais il y en a d'autres aussi qui ont été un peu choqués par la manière dont ça a été traité. Effectivement, il faut que là, il y ait un vrai débat. On ne connaît pas encore le périmètre de la loi tel qu'il va être fait. De toute façon, il va y avoir une proposition qui va être faite en 2019 pour un débat à l'Assemblée nationale. Ce qui a été rendu récemment par le Conseil, c'est quelque chose effectivement qui est juste consultatif, mais qui est quelque chose d'intéressant parce qu'il dit qu'il ouvre, enfin en tout cas, il donne un avis favorable à la PMA pour les couples de femmes. Et il me semble effectivement que si on veut un pays avec une égalité de destin, une égalité des possibles, et ben effectivement ça fait partie des volets. Alors je ne sais pas si c'est civilisationnel, mais en tout cas ça fait partie des valeurs républicaines que de pouvoir assurer à chacun une égalité dans ce genre de situation. Antoine Méliès, est-ce qu'il faut s'attendre à des manifestations comme en 2013 et à des débats parfois violents sur cette question-là? Je pense que ce débat il a quand même permis de montrer que, contrairement à ce que certains pensent, la manif pour tous n'est pas du tout enterrée, a fortiori à Lyon, puisqu'il y a eu un rassemblement devant le palais de justice. 200 personnes. Oui, 200 personnes, mais bon, ça a été quand même décidé comme ça au dernier moment. Moi, j'aimerais juste bien comprendre, Monsieur Blachier, vous êtes d'accord que vous défendez la PMA au nom de l'égalité des droits? C'est bien ça. Donc, expliquez-moi. Oui, mais c'est l'un de vos arguments. Comme il y a la possibilité médicale. Très bien, Monsieur Blachier, c'est l'un de vos arguments. Vous défendez la PMA au nom de l'égalité des droits parce que vous considérez qu'il ne peut pas y avoir de discrimination entre un couple dit hétérosexuel et un couple, et un couple homosexuel. Sauf que donc, Monsieur Blachier, vous êtes pour la GPA. Pas forcément. Monsieur Blachier, ça c'est quelque chose qui pose la question de la marchandisation, et donc c'est un débat qui doit venir ensuite. Dans ce cas-là, vous êtes pour la PMA au nom de l'égalité des droits, mais vous êtes pour la discrimination entre les couples homosexuels femmes et hommes. Il y a la question de la marchandisation qui doit faire partie. Monsieur Blachier, je comprends que vous soyez mal à l'aise avec ça, mais la vérité c'est quoi? La vérité c'est quoi? C'est qu'on nous a vendu à chaque fois qu'il y a eu une réforme dite sociétale, etc., qu'il n'y aurait pas de suivi derrière. Quand on a fait le mariage pour tous, on nous a dit, mais ça n'ouvrirait pas la PMA, etc. Et à l'époque, Monsieur Blachier, vous étiez pour le mariage pour tous et contre la PMA. Aujourd'hui, vous êtes pour la PMA. J'étais contre la PMA. J'ai toujours été pour la PMA. Laissez-moi terminer. Je vous ai écouté religieusement. Monsieur Blachier, je vous ai écouté religieusement. Vous êtes donc pour la PMA et contre la GPA au nom de l'égalité des droits. Donc vous êtes pour discriminer. Je dis qu'il faut un débat sur la GPA. Monsieur Blachier, laissez-moi terminer quand même. Oui, mais vous me faites Monsieur Blachier, laissez-moi terminer. Donc vous êtes pour discriminer entre les couples homosexuels, mais vous êtes pour la PMA au nom de l'égalité des droits. Vous voyez bien que concrètement, c'est assez malhonnête comme type de raisonnement, et ça démontre que vous êtes assez bien coincé parce que, premièrement, la question de la PMA engendre mécaniquement la GPA, et ensuite, il y a un sujet dont personne ne parle, c'est la question du don de gamètes. Vous savez, et je pense qu'on sera tous d'accord ici pour dire qu'on est tous attachés à la gratuité du don d'organes, du don du sang, etc. et tout. Or, il n'y aura pas assez de donneurs, justement. Et vous le savez très bien, M. Blachier, c'est un vrai sujet qui a été posé par le CCNE. Il n'y aura pas assez de donneurs. Donc, à terme, il faudra remettre en cause la gratuité du don et mettre en place la marchandisation du corps, y compris concernant la PMA. Ah, mais je réponds sur la PMA. Je suis totalement opposé à la PMA, M. Blachier. Mais je vois que ça vous met très mal à l'aise parce qu'au fond, vous essayez de nous faire croire que la PMA n'engendre pas la GPA, alors que votre raisonnement, c'est-à-dire l'égalité des droits, on va laisser parler Elliot Aubin qui n'a pas encore parlé sur ce sujet. Est-ce que la France est un pays coincé, pour reprendre le terme, quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays avec la PMA qui est légalisée quand ce n'est pas autre chose? Moi, je salue la décision du comité d'éthique qui vise à étendre ce droit au recours à l'accès à la PMA. Pourquoi? Parce qu'actuellement, le fait que la PMA soit ouverte uniquement pour les femmes hétérosexuelles ou les couples hétérosexuels représente d'une certaine manière une inégalité de traitement vis-à-vis des femmes et des femmes en couple. Donc de ce point de vue-là, ça va
pallier à une discrimination qui est liée à l'orientation sexuelle et qui existe. Et donc, dans ce sens, je suis pour la PMA, pour l'égalité des droits. Les raisons sexuelles, c'est pour des raisons médicales. D'infertilité. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est lié notamment à l'orientation sexuelle par rapport au fait que ce soit des couples de femmes aussi. C'est bien là-dessus que la comité d'éthique s'est mobilisée. C'est pas ce qu'il a dit. Sur l'aspect civilisationnel, où j'ai entendu aussi l'argument du fait que ce soit un caprice ou autre, le fait de pouvoir demain élever un enfant, mettre en place une famille, fonder une famille, etc., c'est pas un caprice, c'est un projet de vie. C'est un projet de vie. Et ça, tout le monde a le droit. Et c'est dans ce sens-là que, pour ma part, je défends la PMA. Ensuite, vous avez parlé du fait qu'il faut avoir une filiation avec la figure paternelle, la figure maternelle, etc., l'équilibre, tout ça. C'est important. C'est important, mais actuellement, enfin c'est important selon vous. Non. Actuellement, non, mais actuellement, combien il y a Est-ce que vous savez combien il y a de familles monoparentales? Quel est le rapport? Est-ce que vous savez combien il y a de familles monoparentales actuellement? On ne va pas démultiplier Est-ce que vous savez combien de familles monoparentales, alors que vous savez très bien que ça pose un grand nombre de difficultés sociales, que ce soit sur le logement, que ce soit sur... Moi, je m'occupe du RSA. Il y a une famille sur 5, une famille monoparentale. Ça veut bien dire que ça ne veut rien dire, cette représentation du père et de la mère. Toutes les familles sont différentes. Quand on est France Insoumise et qu'on ne se pose pas la question de la précarité, moi, ça ne parle pas de la précarité. Qu'une famille monoparentale. Comment? Pourquoi est-ce que deux femmes, ce serait plus précaire qu'une famille monoparentale? C'est pas deux femmes qui sont plus précaires qu'une famille monoparentale. On parle de la famille monoparentale, là, parce que aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être... Demain, il n'y aura pas besoin d'être en couple pour avoir accès à la PMA. Une femme seule. Non, mais c'est pour vous montrer l'absurdité de votre argument par rapport à des jeunes femmes qui décident d'avoir un enfant seul. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de schéma de famille type et traditionnel avec des racines chrétiennes ou je ne sais quoi. Toutes les familles sont différentes, les structures familiales changent, les ménages changent, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Et donc la représentation. D'une mère, monsieur Aubin. Mais ça n'a rien à voir avec ça, l'accès au droit et à la PMA. Un sujet qui est complètement rien à voir avec la PMA. D'ailleurs, ça se passe sur les routes. Il va falloir penser à lever le pied. Si vous prenez le périph' à Lyon, il va falloir ralentir sur une bonne partie du périphérique. La vitesse est abaissée à 70 km/h, encore moins vite alors que le gouvernement a déjà baissé, on en parlait, la vitesse sur les routes secondaires il y a quelques semaines. On va essayer de ne pas parler de prise d'otages, mais c'est quoi? Il y a une guerre contre les automobilistes? C'est les mots qui sont repris en tout cas par les associations. En fait, le problème c'est qu'il y a des choix qui ont été faits ou des choix qui n'ont pas été faits malheureusement. C'est comment régler le problème du trafic périurbain sur l'agglomération lyonnaise. Contrairement à beaucoup d'autres villes, on n'a pas la chance d'avoir un périphérique qui ceinture Lyon et qui évite justement d'avoir cette autoroute qui traverse la ville de Lyon. Résultat des courses, ce qui a été assez magique, et d'ailleurs je pense qu'il faudra demander des comptes à Gérard Collomb à ce niveau-là, c'est que plutôt que de poser la question de faire contourner le trafic, etc., et tout, de transit notamment, eh bien on a préféré par exemple déclasser la 6 à 7 et dire quoi? Eh bien il faudra baisser les limitations de vitesse, il faudra de toute façon faire la chasse aux automobilistes pour régler le problème des embouteillages. Vous voyez, ce que on ne dit pas dans cette affaire, parce qu'il part notamment l'abaissement de la vitesse à 70, ça a été une demande du maire de Bron, de la maire de Bron, du maire de Villeurbanne, etc. C'est qu'on n'a pas demandé l'avis, par exemple, des maires de l'Est lyonnais, qui eux vont voir le report du trafic sur la 46, etc. On leur a pas demandé leur avis sur le céphale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des... C'est ça, vous voyez ce que je voulais dire sur la métropole, c'est qu'il y a des citoyens, il y a des sous-citoyens pour Gérard Collomb et pour le gouvernement. C'est qu'il y a ceux qui habitent à Lyon, ou alors dans la première petite couronne, et puis il y a ceux qui habitent dans l'Est lyonnais. C'est ça le problème, est-ce qu'on n'oppose pas un peu les citadins par rapport aux banlieusards, aux campagnards, quand on fait cette politique de la route, de la voiture? Au contraire, c'est pas quelque chose de punitif. Quand vous regardez ce qui a été fait à Paris ou ce qui a été fait ailleurs, lorsqu'ils ont réduit à 70 km/h, ça a fluidifié la circulation parce que la vitesse moyenne qui a été faite sur le périphérique a baissé. Ensuite, il y a eu ainsi un certain nombre d'accidents qui ont été évités. Il y a un certain nombre de bruits aussi qui ont été limités. C'est pas un hasard si c'est justement des maires de quartiers populaires dans lesquels les gens viennent souvent travailler dans la ville-centre qui ont fait cette demande. C'est une demande qui est à la fois intéressante en termes de trafic et qui est à la fois intéressante parce qu'elle permet une meilleure circulation, alors qu'en plus il va y avoir des implantations de surface dans ces endroits-là qui risquent de congestionner
d'ailleurs un petit peu le trafic. Donc là, c'est plutôt une mesure qui est intéressante. Puis surtout, vous regardez en termes d'émissions de particules fines, là, on est en train de parler de la qualité de l'air dans la métropole qui parfois pose problème. Justement, pour élargir, il y a également l'augmentation du prix du diesel, notamment. Beaucoup d'automobilistes étouffent, c'est compliqué de faire le plein. Le gouvernement assume, c'est un enjeu d'environnement, quitte à faire payer plus cher ceux qui prennent la voiture tous les jours. Oui, je crois que c'est des mesurettes, c'est-à-dire que c'est du maquillage vert pour essayer de faire croire qu'on a une certaine conscience écologique au sein de la Macronie. Non, mais si on dit ça, au final, on ne fait jamais rien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une expérimentation et on va le prendre tel quel et on verra si cette expérimentation est efficace ou non. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que on est actuellement face à l'un des plus grands défis de l'histoire de l'humanité, je le dis tel quel, qui est l'urgence écologique. Et que par rapport à cette urgence-là, on n'en a pas encore pris la mesure. On voit qu'il y a une interpellation des citoyens avec la marche pour le climat, avec des initiatives, avec un tas d'exemples. Et je crois qu'il est urgent de changer notre rapport à la consommation, à la production, etc. Pour revenir à l'échelle municipale et métropolitaine, moi je suis pour qu'on mette en place un plan santé-mobilité beaucoup plus ambitieux que ça, qui va demain vers une gratuité des transports en commun, qui va vers l'expérimentation d'une piétonisation de la presqu'île, en mettant des parkings relais autour, etc. Je pense qu'il faut être beaucoup plus ambitieux, parce que sinon, 70 km/h c'est bien, mais ça ira pas beaucoup plus loin. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on soit davantage ambitieux. Juste terminer en dire qu'il y a quelque chose, moi, qui me choque, c'est qu'actuellement, je suis élu sur un premier arrondissement, et il y a une école, l'école Michel Servet, dans laquelle des gamins agonisent parce qu'ils sont à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse. Et ça fait des années que ça dure et les pouvoirs publics sont immobiles par rapport à cette situation. Donc voilà, je suis un peu, je le dis avec un peu de gravité parce que pour moi, il y a des enjeux qui sont très urgents. De s'attaquer à la voiture en 5 secondes, juste un mot, on n'a plus le temps sur ce sujet. Moi, je crois que c'est un non-sujet, c'est une mesurette. Il faut s'attaquer à la question des transports dans leur globalité. La métropole est auto-centrée sur elle-même. Elle ne demande jamais son avis au territoire périphérique. On l'a vu au moment du déclassement à 6 à 7, on le voit sur le 70 km/h. Le mot de la fin, on aura l'occasion d'en reparler. Le mot de la fin, c'est la métropole est auto-centrée sur elle-même. C'est le vôtre en tout cas. On va finir sur un message positif. Vous reviendrez en parler. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur le plateau de TLM pour débattre et à la semaine prochaine.